C'est très bien baigné, mais il va comme ça là. Bien, monsieur le fondateur, mesdames et messieurs, chers collègues, je dois avouer que nous sortons d'un cours très riche. Professeur de biologie que je suis, un peu comme Madame Tala aussi, Monsieur Jitem et Monsieur Nanjou et autres, nous avons apprécié avec beaucoup de satisfaction. Nous avons été émerveillés de quelques tours que vous avez faits en chimie, des profondes connaissances que vous avez en biologie, surtout en biologie cellulaire, et lesquelles ont guidé beaucoup votre exposé. Je crois peut-être que ceux qui ne sont pas biologistes ou chimistes n'auront pas apprécié la profondeur de cet exposé comme nous, mais il reste commun que tout le monde a compris que beaucoup de maladies dont nous souffrons viennent de la qualité de notre alimentation, de nos habitudes alimentaires, et beaucoup ont également compris que les aliments que nous prenons chaque jour ne sont pas seulement pour bourrer le ventre, mais ce sont aussi des médicaments. Bien, monsieur le fondateur, l'inquiétude qui se dégage au terme de votre exposé est qu'il semble évident que le commun d'Africains que nous sommes a une vie précaire. Parce que lorsqu'on ne regarde que les combinaisons alimentaires, je vous parie que personne n'applique ça dans cette salle. Ah oui, parce que les nourritures vulgaires dans le panier de la ménagère, ce sont les féculents. Ce sont les protéines qui heureusement se limitent même pour la plupart au bifaka, ce qui est très bien aussi, je pense bien. Et rarement les légumes, mais le lot quotidien, c'est que si nous ne buvons pas pendant le repas dans tous les ménages, après le repas ou avant le repas, on a bu, ça fait déjà un mélange acide-amidon. Parce qu'à la maison, si on ne mange pas le couscous, on va manger le folio, on va manger le riz. Tout ça, ce sont les féculents. C'est une inquiétude. Et je voudrais demander, monsieur le fondateur, est-ce qu'il n'y a pas des mélanges qui peuvent compenser? Par exemple, nous, on a souvent pensé qu'un mélange du haricot avec peut-être les féculents, ça casse l'indice glycémique. Peut-être nous sommes bêtes quand nous pensons comme ça, mais il vaut mieux poser la question. Et il est aussi dit qu'un mélange
des légumes avec les féculents, ça casse l'indice glycémique. C'est pour ça que, vous voyez, pour illustrer, nos parents préparaient, mangeaient beaucoup de kwanzab, mais avec les légumes. On faisait manger beaucoup de couscous, mais avec la sauce légumes. On mangeait beaucoup en tout cas, les légumes entraient dans tout. Le maïs était, surtout dans mon village, le maïs était la principale nourriture, mais on l'écrasait, on mélangeait avec les feuilles de macabo, ça faisait un mélange de légumes. Quelquefois, on fait le maïs, on mélange avec le haricot, ce qu'on appelle le concha, et on pense que ça réduit l'indice glycémique. Est-ce que nous pensons que cette croyance vulgaire de chez nous est vraie, docteur, vous qui êtes vraiment un nutritionniste avéré? Merci de votre bien aimable attention. Merci, monsieur le censeur, de me passer la parole. Je remercie également monsieur le fondateur pour le thème choisi, parce que nous comprenons ici que les habitudes alimentaires doivent avoir une conséquence immédiate, la bonne santé de l'homme. Ce que j'ai retenu déjà de monsieur le fondateur, c'est de fuir toute extrémité, comme a d'abord prescrit Boileau. Mais seulement, depuis votre exposé, en tant que sportif, vous avez dit qu'il faut éviter de faire trop du sport, ou alors il faut tout simplement réguler les séances d'entraînement, c'est-à-dire que vous pouvez régulièrement faire le sport. Mais nous nous rendons donc compte que par moment, il y a des gens qui ne font pas le sport de façon régulière. Nous nous rendons également compte qu'à l'hôpital, il y a des médecins qui demandent à certains patients de casser le rythme du sport pour que leur santé soit normale. Donc, avec ces différentes prescriptions, je suis embarrassé. Également, dans votre exposé, nulle part vous n'avez fait allusion à ce que j'ai entendu les scientifiques parler de l'hypophyse. Parfois, je pense que c'est un organe qui commande régulièrement l'organisme. Voilà. Monsieur le fondateur, docteur, quel est le rôle en principe qui joue l'hypophyse dans l'organisme ou alors dans notre chaîne alimentaire? Et pour terminer, en tant que quelqu'un qui accouche encore, quelle est la relation qui existe entre la femme qui est enceinte et mange des aliments et avec l'enfant qui est dans son ventre? Parce que là, moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a aussi un lien? Est-ce qu'on ne peut pas, il n'y a pas une prescription, est-ce que la quantité d'aliments que maman, cette femme qui est enceinte, consomme pendant que, non, excusez-moi, et puis l'enfant qui est également dans le ventre? Je vous remercie. Good evening again once more. Thank you very much, Doctor, for the topic. But when I look at the expose, I realize that the effect of what we are taking shows either by increasing our body. But I want to ask just a simple question: what can pass with those who take excess alcohol and they eat all the fat or what you have exposed, they eat it, but their body is still very small?
Bon, avant de répondre aux questions, j'ai juste deux trucs que je n'ai pas dit, que je voulais dire. La première chose, quand même, c'est quand on parle des combinaisons alimentaires, vous savez qu'en matière de nutrition, un peu comme dans tous les domaines, vous avez des adeptes dans tous les domaines. Okay? Vous avez les combinaisons alimentaires. Je vous ai dit que le père de ces combinaisons alimentaires, c'est Shelton, qui a commencé, mais qui était tellement radical que les combinaisons alimentaires sont tombées dans les oublis. Mais ce n'est ressorti que récemment. Il y a une biochimiste alimentaire. Quand on parle de biochimie, c'est vraiment la chimie alimentaire. Donc quelqu'un qui a pratiqué, qui aidait dans les malades des maladies qui étaient en phase terminale, à mieux d'abord consommer leurs médicaments et à bien digérer, à se sentir, à bien manger et à se sentir bien. Donc à partir de ces expériences, donc, elle a écrit des livres à propos de ça. Donc c'est pour dire que c'est une autre façon. Ce n'est pas... Nous mangeons... Elle explique certains phénomènes. Et pour elle, elle estime que les gens qui vieillissent, grossissent, qui veulent maigrir, qui n'arrivent pas, ou qui ont des ballonnements, des problèmes gastriques, c'est aussi dû à ça. Mais il faut savoir que le problème gastrique n'est pas que dû à ça. Je ne vais pas parler du gluten. Le gluten, il y a des gens qui sont intolérants au gluten. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du gluten. C'est une protéine qui se retrouve dans les graines, notamment ce qu'on appelle sabot, S-A-B-O-T. Sabot, c'est pour seigle. O, orge. B, le blé. A, l'avoine. Non, A, c'est l'avoine. O, c'est l'orge. Et puis le T, qui est le triticale. Avec les blés, avec ses dérivés. Donc, quand vous consommez un aliment qui appartient à cette famille, il y a le risque d'avoir le gluten. Le gluten, c'est quoi en réalité? C'est qu'avec le temps, pour augmenter les rendements, on a sélectionné les plantes qui sont riches en gluten. Donc, le gluten permet de protéger la plante et comme ça, on peut mettre beaucoup de pesticides. Donc, il y a moins de contamination. Mais malheureusement, les pesticides qu'on met dans la plante, nous les avalons. Hein. Et ces pesticides-là viennent perturber notre organisme. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que manger les aliments industriels, c'est pas conseillé. Il faut mieux faire soi-même ces aliments. Donc, quand vous mangez de manière industrielle, vous mangez des pesticides, vous mangez beaucoup d'autres produits qu'on met là-dedans qui perturbent. Donc, il y a des gens qui sont allergiques, non pas allergiques, intolérants. Donc, ils vont manger des produits, justement, dérivés de ces produits-là. Ils vont avoir des ballonnements, des douleurs gastriques, l'inconfort, tout ça. Donc, il faut faire attention, être vigilant pour savoir si je ne suis pas intolérant au gluten. Évidemment, si vous êtes intolérant au gluten, vous êtes intolérant au gluten qui se retrouve dans les dérivés de ces produits, donc notamment le pain, gâteau, tout ce truc-là, parce que c'est fait à partir de la farine qui remonte du blé. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. La deuxième chose, c'est les fruits. Parce qu'on a parlé des fruits. Et justement, certains vous disent qu'il faut manger les fruits avant les repas. D'autres vous disent qu'il faut manger après les repas. Mais en réalité, si vous voulez manger les fruits, c'est à distance des repas. À distance, pas pendant les repas. Et vous voyez que les combinaisons alimentaires expliquent ça. Sauf si vous savez combiner. Si vous combinez, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne savez pas combiner, vous mélangez donc un acide, donc le fruit avec le riz, ben, il va se passer une indigestion. Et on va vous dire qu'il ne faut pas manger le fruit. Alors sinon, si vous ne savez pas combiner, mangez donc le fruit. Mais avant, quand on dit avant les repas, ce n'est pas juste avant les repas, c'est 40 minutes avant le repas. Le temps que le fruit aille. Est-ce que c'est possible ça? De manger 40 minutes avant les repas. Voilà donc le fruit. Donc que vous mangez avant ou après, le fruit va retrouver l'acide dans l'estomac. Et le même phénomène va se passer. Parce que dès qu'il y a une goutte d'acide, il bloque la digestion du gras, de l'amidon. Troisième chose que je voulais aussi dire, parler de l'ordre de nutrition. Bon, si on a fait son plat comme nous mangeons normalement, qu'on ne se préoccupe pas de combinaisons alimentaires, il faut toujours commencer par les légumes. Je commence par manger par les légumes. Ça, d'où l'avantage, c'est que ça permet déjà l'absorption des vitamines, des minéraux, mais de l'autre côté, ça commence à remplir mon ventre. Ça remplit mon ventre. Je continue avec les protéines. Parce que les protéines aussi, c'est gras. Enfin, pas gras, c'est rassasiant, comme on dit. Rassasiant. Et le fait que les protéines arrivent, ça envoie vite le message pour ce que j'ai appelé le circuit de la récompense. Ça va répondre un peu à la question de l'hypophyse au niveau de la tête. Et je termine donc avec le féculent. Ou les céréales. Bon, maintenant,
le principal a demandé, fait une remarque, l'association sucre-légumes. Une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous prenez un sucre seul, sa glycémie est élevée. Pour réduire effectivement la glycémie, il faut l'associer. Quand vous l'associez même avec le gras, bon, si je veux manger mon chocolat, je prends mon chocolat avec mes arachides. Je mange d'abord les arachides, c'est gras. Je prends mon sucre, ça va diminuer donc l'indice glycémique, puisque le gras là va permettre que les arachides ne sont pas détruits immédiatement. Donc ça va réduire quand même l'indice glycémique. Donc ça peut être donc, une explication de pourquoi nos parents mangeaient donc les trucs, toujours avec les légumes. Mais indépendamment de ça, la nature, c'est l'évolution. Hein. Les gens vivent dans un milieu, ils testent des choses, certains en meurent, mais ils servent d'exemple pour les autres, et on tire des leçons, et les autres qui restent vivre savent que non, l'arbre ici c'est le poison. Là vous voyez que c'est le poison, on dit que ça c'est le poison. Non, c'est la pratique. On vivait dans une communauté il y a des millions d'années, le type est parti, là, il teste cette plante, il teste, on voit ce coucher, mais on a dit l'arbre ici, le poison. Il a mangé celui, il mange souvent celui-là. Après, on voit qu'il est bien. On dit non, cet arbre-ci est bien. Bon, c'est la pratique qui fait ça. Une minute. Oui. Oui. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Midi. Ok, donc, partir. Donc, effectivement, le mélange avec les légumes peuvent expliquer, parce que comme je vous ai parlé de l'indice glycémique, mais il y a la charge, donc le mélange, parce que c'est difficile qu'on mange seulement un aliment seul, on mange associé, donc ça réduit forcément l'indice glycémique. Et l'autre truc qui me vient en tête, n'oubliez pas une chose, nos ancêtres mangeaient un, maxi deux aliments dans un repas. Nous aujourd'hui c'est 6, 7, 8. Vous avez la viande, vous avez le céréales, vous avez l'amidon, vous avez le piment, vous avez l'arôme magique, vous avez donc ça fait 7, 8. Notre corps n'est pas habitué à ça. Parce que notre corps est resté comme nos ancêtres. Donc quand il voit tout ça venir, il a du mal à digérer. Et quand il a du mal à digérer, il envoie stock. Et voilà comment même sans forcément beaucoup manger, on grossit. Bon, monsieur Ramasson a parlé de l'excès de sport dans le corps. Vous avez dit, ok, vous ne savez pas ce qui... parce que certains médecins disent qu'il faut faire quoi? Oui, qu'à un moment, il faut réduire le sport. On dit, ne faites même pas le sport parce que vous êtes malade. Oui. Et pourtant, le sport est prescrit ou comme un autre médicament pour guérir le corps. D'accord. Vous voyez que dans votre phrase seule, il y a la réponse à la question. Ne faites pas le sport parce que vous êtes malade. Vous êtes malade, ça veut dire que votre corps est en déficit. Et vous pouvez le tuer. Vous pouvez le tuer. Mais faites le sport en prévention. Faites le sport en prévention. C'est ça, faire le sport. Et je vous ai même dit ici, l'excès de sport n'est pas bon pour le corps. Les gens qui font le Tour de France, vous avez vu le Tour de France, tu cours pendant 5 heures de temps sans arrêt. C'est parce qu'ils sont jeunes. Parce que quand vous... Non, ils sont jeunes, ils peuvent récupérer. Mais quand vous atteignez un certain âge, vous devez réduire parce que votre corps a pris l'âge. Mais comme je l'ai dit, vous sécrétez. Votre centrale énergétique sécrète beaucoup de radicaux libres. Et ces radicaux libres-là, si vous n'apportez pas les éléments, ça attaque vos cellules. Ça vous crée des problèmes. Et même quand on prend de l'âge, les gens qui font la course, pas la course, après les articulations sont touchées. Parce que n'oubliez pas une chose, le sport c'est un traumatisme pour le corps. Pourquoi vous prenez du volume
en muscles. C'est parce que vous traumatisez vos muscles. Et le corps réagit en synthétisant, en augmentant le nombre de muscles. Vous devenez costaud. C'est tout. Voilà ce que le sport apporte. Je dis indépendamment d'autres trucs. Donc, faire le sport modéré. Parce que si vous en faites trop, vous détruisez le corps, détruisez le sport énorme, détruit le corps. Et sécrète des hormones qui ne sont pas bonnes pour le corps. Voilà l'excès de sport. Chaque chose doit être faite à son âge. Et comme vous parlez de sport, il y a une étude qui a montré que quand vous travaillez vos triceps, ça c'est le biceps, là c'est le triceps. Quand vous travaillez vos triceps, ça consomme énormément de sucre. Donc ça peut être bien pour éviter le diabète, ça peut être aussi bien pour les diabétiques. Et quels sont les sports qui font ça? Les pompes, la boxe, la natation. Voilà les sports qui vont vous travailler vos triceps. Okay. Donc le sport c'est bien, mais la permanence, c'est un peu comme quelqu'un qui dort 5 jours et le week-end dit qu'il va dormir 2 jours. Comment c'est possible? Il ne rattrapera jamais le sommeil qu'il a perdu dans la semaine. Donc il faut faire chaque chose à son temps. Chaque chose en son temps. L'hypophyse, vous parlez de l'hypophyse. L'hypophyse c'est un centre nerveux qui ne fait pas qu'au niveau de l'alimentation, qui fait partout pour autre chose, puisqu'il produit les hormones. L'hypophyse produit des hormones sexuelles qui vont aller agir au niveau des ovaires, produit les hormones pour plein d'organes. Donc c'est un centre nerveux important. Je vous ai parlé du circuit de la récompense qui se trouve effectivement dans le cerveau qui n'est pas loin de là. Quand vous mangez, vous êtes content, c'est parce que le corps est content, il produit les hormones qui vous disent moi je suis content, c'est une récompense. Maintenant, la relation qu'il y a entre l'enfant et la maman, il y a le placenta. Vous savez que le sang passe du placenta de la maman, travers le placenta de la maman à l'enfant. Donc la majorité des choses que la maman a, l'enfant les a. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, les gens avaient constaté que les enfants qui naissaient gros poids, par rapport par exemple à l'Europe, mais ce n'est pas parce qu'ils ne font pas de sport, puisque les enfants ne font pas de sport. Les gens ont fait des études, ils ont regardé. Dans l'alimentation des mamans, il y avait beaucoup de maïs. Or, le maïs est riche en quoi? Fructose, mais surtout en oméga 6. Donc, la graisse. Ces enfants-là qui mangeaient, qui consommaient beaucoup ça, au plus grossi et grossissaient. Et on a démontré qu'un corps dans lequel baigne beaucoup d'oméga 6 a tendance à devenir gros. Les oméga 6 sont inflammatoires. Mais un corps qui baigne dans un oméga 3, dont les poissons gras ont tendance à devenir maigres, donc c'est bien pour la santé. Bon, le censeur a parlé d'excès d'alcool et d'aliments gras. Excès d'aliments, when you mix, oui, certaines personnes prennent l'alcool et machin. Alors, sachez une chose, il y a rarement un seul phénomène qui se passe dans le corps. Je vous ai parlé du microbiote. Et les gens minces ont un type de microbiote. Les gens gras ont un autre type de microbiote. Donc si le type a un microbiote dans lequel ça ne lui permet pas de retirer les nutriments, donc les macronutriments qui apportent l'énergie, qui vont être stockés, ou les micronutriments, il ne peut pas grossir. Il mangera 100 000 plats, il ne peut pas. Ça veut dire qu'il évacue beaucoup. Parce qu'il a un microbiote qui n'entre pas. Voilà, c'est une explication. Et donc, et là aussi, on a la génétique qui rentre là-dedans. Et justement, ça me donne l'occasion de parler de la génétique. Pourquoi? Parce qu'avant, on disait, ah, il a une maladie génétique, vous étiez une victime, vous n'avez rien à faire, parce que j'ai hérité de mon père. Mais imaginez quelqu'un qui hérite de son père et de sa mère le gène du cancer du poumon, par exemple. Moi, il disait, moi, je suis condamné. Cancer du sein, il dit, je suis condamné. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a une science qui est arrivée qu'on appelle l'épigénétique, au-dessus de la génétique, où c'est vous qui êtes l'acteur. C'est ce qu'on appelle, vous voyez qu'on retrouve la notion de libre arbitre. Donc ça dépend de comment je me comporte. J'ai les gènes du cancer du poumon, j'ai reçu ça de mes parents. Si je ne fume pas, si je fais l'activité physique, je bloque ces gènes-là, ils ne vont pas se manifester, je ne veux pas le cancer. Ça, c'est l'épigénétique. Donc l'interface qu'il y a entre l'expression de mes gènes et moi, comment je me comporte. Malheureusement, nous vivons dans un endroit qui est pollué. La pollution de l'air, les pesticides qu'il y a dans les aliments, que nous ne contrôlons pas. Et ça, c'est un problème. Le tabac, vous restez à côté d'un fumeur, il vous envoie le tabac. C'est un problème. La nourriture que nous mangeons, qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est tout ça, surtout la nourriture industrielle.
c'est transformé. Et là, je veux vous interpeller par rapport à... il faut que vous lire les étiquettes des produits qu'on achète, que ce soit à la boulangerie ou machin. Apprendre à lire. Vous allez voir que c'est important. Regardez l'étiquette de... Vous achetez n'importe quel aliment, regardez les étiquettes. C'est les mêmes choses, ce sera la même chose tout le temps. Et là, il faut être vigilant. Parce que quand on n'est pas vigilant, on fait des choses, après on est surpris. L'étiquette, vous allez voir l'étiquette, ça sera toujours comme ça. Ça va commencer, on va vous donner le nombre de calories, soit en kilojoules, parce que le joule, ce n'est que la correspondance des calories. En calories. Donc, laissez le joule divisé en calories. Toujours pour 100 grammes. Hein. On va dire pour 100 grammes, ça va vous donner par exemple 30 calories. Ok. Pour kilocalories, c'est la même chose. Donc, le premier ligne, ce sera les calories. La deuxième ligne, ce sera le gras, du sucre gras. Donc, acide saturé. Acide gras saturé, tant quantité. La norme par jour pour les acides gras saturés, c'est 26 grammes. C'est ce qu'il faut par jour. La troisième ligne, et c'est ça la ligne la plus importante, ce sera les glucides. Tant, donc sucre. Et quand on parle du sucre, on parle du glucose. Donc sucre, tant. Et après, on va donner les protéines ou bien le sel. Je laisse ça. Basons-nous seulement sur le sucre. Prenons, c'est parce qu'il n'y a pas une bouteille de coca. Si vous avez une bouteille de coca, vous pouvez apporter la bouteille de coca, vous allez voir. Dans le coca, au lieu de donner en 100 grammes, on va donner en 100 millilitres. C'est pratiquement la même chose. Donc, vous arrivez, on vous dit 100 millilitres. Glucides de telle quantité, le sucre, on vous donne en grammes. Mais c'est pour 100 millilitres. Or, vous êtes en train de boire une bouteille de quoi? De 1 litre. On vous a donné la quantité pour 100 litres, donc le dixième. Donc, c'est là. Si vous divisez en 10. Donc, on vous donne la quantité juste de ça. On vous dit par exemple 5 grammes. Pour 100 grammes. Pour 100 millilitres. Ça veut dire que dans une quantité, si on a un morceau de sucre. Donc, vous devez multiplier par 10 pour voir la quantité de sucre. Donc, si vous multipliez maintenant par 10, puisque c'est 1 litre, 1 litre, je multiplie par 10, ça fait 50 grammes. Ça veut dire que ici, dans cette bouteille-ci, j'ai 10 morceaux de sucre. Faites le calcul avec, je crois, je ne sais pas si c'est le Coca-Cola ou machin, vous avez calculé 19 morceaux de sucre. Vous terminez une bouteille de Coca, vous avez 19 morceaux de sucre. Les recommandations officielles, les normes, c'est 50 grammes. C'est-à-dire 10 morceaux de sucre par jour. Vous buvez le Coca-Cola, tout le temps, ou bien, je ne sais pas, mais pas seulement le Coca, hein, les autres, ce qu'on appelle les sodas, ou les jus industriels. Ouais, le nombre de sucre que vous apportez, ce sucre-là par où? Le ventre, le petit bidon. Après, on dit, je ne mange même pas, je ne sais même pas pourquoi je grossis. Ce sont des lisez les étiquettes. Et ce qui est vrai, et quand vous prenez un produit, ça peut arriver, on dit, par exemple, vous allez acheter, qu'est-ce qu'on achète souvent, vous mangez là. Supposons que c'est les outils qu'on mange qui sont fabriqués industriellement. Peut-être disons carottes. Vous voulez acheter une boîte de carottes faite industriellement. Quand vous allez à la composition, là, si vous voyez, on commence à écrire. Parce qu'en principe, la composition, la liste est faite en fonction des quantités décroissantes. Donc ça va commencer. Donc si vous arrivez, vous voyez, on a mis ces 7, 8, 10 produits. Laissez, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on a transformé. Vous avez plein de produits transformés. Et ces produits transformés qui viennent dans le corps, perdus dans notre corps, sont les produits transformés. Si on dit que c'est des carottes, il faut 2, maxi 3. Maximum 3 carottes, que ce soit clair. Carottes, peut-être un autre type. Oui, là ça veut dire que ce sont les carottes naturelles. Mais si on commence à avoir 7, 8 produits, amidon de maïs, c'est l'amidon. Et c'est des produits acides. Et n'oubliez pas une chose, quand on parle des produits acides, c'est-à-dire quand vous consommez trop de viande qui sont acides, les laits qui sont acides, c'est là ça. Quand on dit acide, ça apporte de l'acidité dans votre corps. Parce que le citron acide au goût, mais une fois qu'il entre dans le sang, il n'est plus acide. Il est alcalin, ça dit basique. Donc c'est un bon aliment. Très bon aliment le citron.
Il faut faire la différence. Il y a l'acidité au niveau du goût, mais il y a l'acidité dans le sang. L'acidité dans le sang, c'est les viandes, les laits, et les laits dérivés et tout ça. Donc quand vous consommez trop les produits acides, le corps a toujours l'équilibre à avoir. Donc quand il y a trop d'acide, le corps sécrète ce qu'on appelle les substances pour tamponner, pour la mettre à basique. Or, vous avez en gros trois substances que le corps utilise pour ramener un tampon. Le potassium, mais le potassium est important pour le cœur, donc il ne touche pas trop. Le magnésium, de temps en temps il le prend. Et quelle est la conséquence d'avoir le magnésium qui est pris? Ouais, les gens, c'est en quoi je suis fatigué ce jour? C'est le magnésium. Beaucoup de magnésium. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de faire une supplémentation, donc faire un apport, prendre le produit de magnésium. Il y a des gens qui naturellement ont des problèmes de magnésium qu'on appelle la spasmophilie. Donc il vaut mieux noter ça, hein? Spasmophilie. Parce qu'il y a des gens qui ont qui ne comprennent pas, il y a des problèmes, des douleurs qui viennent, qui partent seules, la fatigue qui vient, qui part seule. C'est souvent un problème d'utilisation de magnésium qu'on appelle la spasmophilie. Allez taper le spasmophilie, vous allez lire, vous allez voir les symptômes et vous allez dire merde, ça c'est moi ça. C'est pas un problème. Donc il faut souvent se supplémenter en magnésium. Magnésium plus la vitamine B6, c'est bien. Mais le corps utilise aussi le calcium pour tamponner les acides. Mais le danger du calcium, c'est quoi? C'est surtout chez les femmes qui atteignent la ménopause. Parce qu'elles ont déjà des pertes, et même chez l'homme. Quand on vieillit, l'eau stimule, mais c'est surtout important chez les femmes parce qu'elles ont les hormones féminines qui sont plus produites. Donc, le calcium des os est encore pris pour aller tamponner. Ça fragilise donc l'os. Donc, faites donc attention aux aliments acides. C'est donc important. Donc, les gens, donc, il y a des gens qui peuvent boire, qui peuvent manger. Mais je vous ai dit, pris l'exemple, des gens qui mangent. Le sucre est transformé en graisse. Il fait que aussi parce qu'il y a l'espace. Il est génétiquement programmé pour augmenter la taille de ces cellules, mais le nombre. Le jour qu'il maigrit, le nombre ne diminue pas. La taille peut diminuer, mais le nombre reste. Le nombre reste. Donc il va encaisser jusqu'au jour où il n'y a plus de moyen. On commence à mettre ça dans le sang et c'est le diabète. Et quand vous avez le diabète, la complication du diabète, c'est essentiellement le sang. Ça touche les petits vaisseaux. Les petits vaisseaux sont dans les yeux. On risque de cécité, être aveugle. Au niveau des nerfs des mains ou des pieds, c'est comme ça qu'on coupe les pieds, non? On coupe au niveau des reins. L'insuffisance rénale, avant d'être macro. Donc les maladies, pratiquement toutes les maladies viennent de notre alimentation. Si vous avez une bonne alimentation, vous faites l'activité physique, vous faites des trucs, vous risquez d'éviter beaucoup de maladies. Ouais. Et merci également pour le thème choisi. Bon, docteur, j'ai une préoccupation. Il y a l'adrénaline et vraiment le stress. Je ne sais pas exactement, j'ai du mal à comprendre, à partir d'aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre quand intervient une autre hormone. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est sur la digestion. Nous savons que le tube digestif a trois principales parties où se déroule la digestion, notamment la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. Bon, et l'intestin en général. Bon, maintenant, nous savons que la digestion de l'amidon, cuit surtout, commence dans la bouche et finit dans l'intestin. Celle des protéines commence dans l'estomac et s'achève dans l'intestin. Bon, dans votre exposé, vous nous avez fait comprendre que une fois que l'amidon arrive dans l'estomac et n'est pas digéré, reste là-bas. Alors que je me disais qu'en traversant le duodénum, le sucre, bon, la bile n'est pas gastrique, la bile vient du foie. La bile va neutraliser l'acide de l'estomac pour que tout le bol alimentaire arrive dans l'intestin étant neutre pour subir maintenant le milieu alcalin, c'est-à-dire la base qui est dans l'intestin et attaquer maintenant la digestion des glucides. Bon, vous avez dit que, bon, j'ai cru comprendre que ça reste, que les glucides restent au niveau de l'estomac et provoque l'obésité à ce niveau-là. Bon, je me disais que ça continuait et la digestion continuait
dans l'intestin. Je voudrais juste des éclaircissements à ce niveau. Nous sommes beaucoup plus trop scientifiques. Scientifique, bon, je ne voudrais pas qu'on rentre dans un débat très scientifique et tout, parce que ce qui est important, c'est la pratique de tous les jours. Mais alors, je n'ai pas dit que l'amidon reste, parce que si l'amidon reste, on peut avoir l'obésité. L'obésité, c'est justement parce que l'amidon a absorbé. J'ai dit, l'amidon n'est plus digéré. Et comme il n'est plus digéré, parce que quand le corps, l'acide est produit, il va s'occuper d'abord des produits acides, puisque l'acidité est produite. L'amidon étant dans un milieu très acide, n'est plus digéré. Ça ne peut pas dire qu'il reste. Donc le corps va l'absorber sans vraiment réellement le transformer, s'occuper de lui, aller le stocker. C'est ça qui crée l'obésité. Il va le stocker. Voilà, c'est ça. Bon, la première question, vous avez parlé du cortisol, qui est l'hormone du stress et de l'adrénaline. On rentre encore dans des questions assez scientifiques, parce que vous savez que, je l'explique de manière générale, il y a plein d'hormones dans le corps, mais il y a aussi ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Et chaque neuromédiateur qui est produit a une fonction particulière. Donc, quand l'adrénaline, par exemple, est produite, son rôle, vous dites, quand vous tournez, que vous voyez un lion, l'adrénaline est produite pour aller commencer à faire battre le cœur rapidement, faire dilater les vaisseaux. C'est-à-dire que les vaisseaux s'ouvrent parce qu'on a besoin du sang. Le muscle aussi se prépare parce qu'il faut que vous, par exemple, fuyez. Les poumons se dégagent. Donc, ce qu'on appelle la bronchodilatation, ça se dilate pour absorber beaucoup d'air. Donc, à ce moment-là, vous êtes prêt à fuir. C'est pour ça que. Mais vous imaginez, vous êtes dans un danger. Imaginez qu'il n'y avait pas cette réaction-là. Comment vous allez partir de 0 à atteindre 100 km à l'heure rapidement? Le corps va s'arrêter. Donc, il faut qu'il soit préparé. C'est cette hormone-là qui vient préparer où le corps a dit tu peux partir, fuis. Donc, chaque hormone a un rôle bien précis. Maintenant, il peut y avoir des tamponnages, il y a plein d'hormones. Le cortisol, par exemple, qui est produit le matin pour augmenter le sucre, pour apporter le sucre, qui est produit en tant que de stress. Parce qu'en réalité, quand on fait comme ça, après, les hormones quotidiennes, cortisol sont produits aussi pour baisser ça, parce qu'il faut que tout revienne à la norme. Mais tout ça est sur la dépendance de nos sens. Quand je vois, je vous ai dit que quand on dort la nuit, c'est parce que la lumière baisse, non? Quand la lumière baisse, le signal est donné justement dans un petit gland qu'on appelle l'épiphyse. C'est lui qui donne le signal et qui produit dans l'hormone du sommeil et qui commence à vous permettre de dormir. En réalité, le corps ne fait que d'hormones. Hein. Et je tente ça parce que ça va aussi aider. Donc, l'hormone est produite, ce sont des molécules comme on a vu. Et chaque molécule qui est produite va agir sur un récepteur. Donc, les molécules, imaginez un peu des ballons qui viennent qu'on lance ici dans la salle et qui a des trous dans chaque salle. Donc, si on met des ballons de foot et qu'il y a des trous de foot, mais si on lance ballon de foot, ballon de basket, il n'y a que les ballons de foot qui vont aller dans les trous réservés aux ballons de foot. Les ballons de basket ne vont pas entrer parce qu'il n'y a pas de récepteur pour les ballons de basket. Donc ces ballons de basket vont flotter et après elles ressortent. Donc s'il y a la sortie par là, elles sortent. C'est comme ça que les substances agissent dans le corps. Elles viennent, elles se fixent sur un récepteur. Et quand elles se fixent sur le récepteur, il y a une action qui se passe. Mais après, elle quitte, elle est éliminée. Donc quand je prends ma molécule de paracétamol, je vais à la tête, je prends le paracétamol. J'ai plein de paracétamol dans mon comprimé. Une grande quantité. Donc chaque molécule vient, elle se fixe, elle diminue la douleur, après elle part. Elle se fixe, elle diminue la douleur, elle part. Donc la fixation et la lésion n'est pas permanente. Elle est. Mais alors le médicament, c'est quoi? Quand j'ai l'hypertension, on vous donne un médicament contre l'hypertension. En fait, on donne certains médicaments qui viennent prendre la place du récepteur. Comme ça, l'adrénaline qui est produite, qui entraîne la vasoconstriction, qui diminue le diabète des vaisseaux. Quand il vient, il trouve qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place, il continue. Et du coup, il n'y a plus de diminution du calibre, le calibre reste. Voilà comment on lutte contre l'hypertension. Donc, plein de médicaments viennent seulement prendre la place, soit stimulés pour reproduire ce que le corps humain fait, soit pour bloquer, pour empêcher ce que le corps humain ne fait pas. Donc, bon, j'ai étudié un peu étendu parce qu'on est aussi là pour apprendre, ça permet de comprendre des choses. Et justement, c'est dommage, enfin, je dis dommage, je suis quand même pharmacien, c'est très bien de parler justement des médicaments. Faites attention quand vous prenez les médicaments. Et il y a une substance naturelle qu'on appelle le pamplemousse ou le jus de pamplemousse. Évitez de prendre avec les médicaments. Le pamplemousse et le jus de pamplemousse. Parce que il va se passer ce qu'on appelle les interactions qui se passent soit à l'intestin et très souvent au foie. Parce que dans notre foie, on a ce qu'on appelle les enzymes. Quand en temps normal, je prends un médicament. Je vous ai dit, tout ce que vous passez par la bouche, vous pouvez par la bouche, passe d'abord par le foie. Et parmi les médicaments, beaucoup de médicaments viennent, le foie vient, il les transforme. Il transforme une partie. Parce qu'il a des enzymes qui sont là, tout ça.
des fois, ils transforment tout le médicament. Alors, quand on fait les tests, qu'est-ce qu'on fait? On dit par exemple, ok, si je donne 5 molécules, le foie va transformer toutes les 5 molécules. Donc, ce qui va sortir du foie pour aller dans le sang pour agir, il n'y aura rien, puisqu'il transforme les 5 molécules. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne 10. Comme ça, il va transformer 5. Il y a 5 qui vont passer pour aller dans agir. Mais maintenant, je prends mon médicament avec le pamplemousse, ce jus de pamplemousse. Or, le jus de pamplemousse est ce qu'on appelle un inhibiteur enzymatique. C'est-à-dire qu'il bloque l'enzyme. Il le bloque. Je prends mon jus, ça arrive au foie. Le pamplemousse bloque l'enzyme. L'enzyme transformée, on donnait 10. Donc l'enzyme transformait 5. Donc il annulait si vous voulez, et puis il y a 5 qui passaient pour aller agir. Et maintenant je prends avec le pamplemousse. Le pamplemousse bloque l'enzyme. Donc il y a 5 qui ne sont plus transformés. 5 vont passer, tous les 10 vont passer. Tous les 10 vont passer, puisque rien n'est transformé, puisqu'on a bloqué l'enzyme. Quelle est la conséquence? J'ai une grande quantité qui arrive dans le sang. Surdosage. Et donc ça augmente les effets secondaires. Ça peut donc expliquer pourquoi tel a pris le truc. Moi j'ai pris avec le pamplemousse, ça m'a donné les vertiges. Je ne me suis pas bien senti parce que j'ai mélangé avec le pamplemousse. Et ce qui est vrai pour le pamplemousse est vrai entre les médicaments, entre eux. C'est pour ça qu'il faut toujours demander les conseils. Est-ce que je dois prendre ce médicament avec ce médicament? Et quand on vous dit, prenez ça, attendez 2 heures, 3 heures avant de prendre l'autre, c'est pour éviter ce genre d'interaction. Parce que si vous mélangez les deux, l'un ne va pas agir. Et après, même vous allez dire, ah, le médicament, ça ne marche pas. Non. L'observance, ce qu'on appelle l'observance, c'est l'attitude, la façon de prendre les médicaments. On sait aujourd'hui que c'est 30 à 40% des échecs thérapeutiques. Pourquoi des choses échouent? Et même déjà, bon, c'est pas. Même les médecins, quand ils prescrivent, déjà à partir de 3-4 médicaments prescrits que vous devez prendre, on ne sait plus comment ça va se passer. Il risque d'avoir un médicament qui risque d'empathie. Donc il faut éviter de mélanger les médicaments. Vous avez un médicament que vous devez sûrement connaître, comme prend contre le palu, le Coatem, Bimalari, Atefan. Il y a 2 molécules dedans, la TBT et la lumefantrine. Ok. Ces médicaments-là, peut-être qu'on l'oublie déjà à la pharmacie. Si vous prenez avec de l'eau, vous prenez avec de l'eau, ce n'est absorbé qu'à 40%, la lumefantrine, 40%. Je prends avec soit le lait, soit une nourriture qui est grasse, qui a la l'huile, c'est absorbé à 90%. Tout de suite, vous voyez la différence. Donc si vous buvez avec de l'eau, il ne risque de pas faire le traitement qu'il faut. Et après vous allez dire c'est pas un bon produit. Parce qu'on a soit oublié de vous le dire, soit vous n'avez pas observé. Donc c'est très important quand on vous dit. Alors à partir de là, quand vous voyez que ce qu'on appelle la pharmacologie est importante, vous voyez que vous avez intérêt à venir d'abord à la pharmacie, prendre le conseil avant d'aller même essayer de vous débrouiller au marché. C'est important parce que le type du marché, lui, il ne sait pas ça. Avant, les malades venaient à la pharmacie. Maintenant, c'est les pharmaciens qui se déplacent avec les médicaments pour les Je pense qu'au sorti d'ici, avec la mise en pratique de toute la connaissance que nous avons reçue, l'espérance de vie va augmenter. Docteur, ma question va en tout début de votre exposé, notamment au niveau du sommeil, où vous avez évoqué au niveau du sommeil qui a 4 phases, notamment l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Alors ma question est à ce niveau. Le sommeil paradoxal, docteur, est-il négatif pour la santé? Merci. Ma question va s'articuler au niveau du raccourcissement du fonctionnement de la circulation sanguine. Tout à l'heure, vous avez dit que l'organisme avait une certaine quantité d'aliments, protéines, lipides, qu'il ne faudrait pas soit dépasser ou bien ne pas atteindre. Je voudrais savoir si, en respectant toutes ces combinaisons nutritionnelles, et que dans l'organisme, puisque maintes fois en expliquant, on a dit un homme normal, bien un organisme normal.
Je voulais savoir si le fait que je consomme la quantité prévue par la science pour la bonne circulation sanguine ne sera pas néfaste sur le raccourcissement de la circulation dans l'organisme. Et de deux, tout à l'heure, on a parlé des petites veines qui, pour ceux qui ont facilement qui pourraient avoir facilement des cailloux. Ensuite, ont différentes thromboses pour se surgir dans l'organisme. Je voulais savoir si, avec le raccourcissement toujours de la circulation, ce facteur de coagulation ne sera pas augmenté et causer préjudice sur la durée de vie d'un être humain. Je renonce le mot raccourcissement de la circulation parce que je vais expliquer le raccourcissement par le terrain de football, de handball. Je me lève, je fais 10 tours de terrain en temps normal. Mais le terrain n'est pas circulaire, il y a une coupure. Je ne peux pas faire les 10 tours, puisqu'au départ c'est 40 sur 18. Mais il arrive qu'on sectionne le terrain, on enlève un certain kilométrage et on me demande de faire dire que pour considérer tout, je dois contourner. Mais cependant, quelque part, il y a eu une rupture. Non. C'est sûr. Ça, je vous dis avec le raccourcissement de la circulation sanguine, c'est ça? Oui, monsieur. C'est quoi le raccourcissement? Le raccourcissement, je prends l'exemple peut-être sur moi. Oui. Moi, présentement, je sais que le système nerveux va sécréter des hormones et commander la circulation sanguine à partir du cœur. Il va aller jusqu'à la plante des pieds. Tout à l'heure, il faudrait que je marche pour faciliter une certaine multiplication de l'hormone, d'une hormone. Mais actuellement, ça n'arrive pas à ce niveau. Ça ne va pas causer... Qu'est-ce qui n'arrive plus? Le sang. N'arrive plus à quel niveau? Au niveau du pied. Oui, j'ai 2 pieds. Il fallait que ça circule des deux côtés pour que ce soit normal. Je voulais savoir si... Donc, pour vous, le raccourcissement, c'est la diminution alors du volume? Du membre. La diminution du membre. D'accord. Qui peut-être pourra affecter le fait qui pourra influencer sur le fait de consommer un certain nombre de calories par jour. Je voulais savoir si en consommant cette quantité de calories, je n'aurai pas un surplus dans l'organe parce qu'un membre est diminué en temps normal. Merci, docteur, pour l'exposé. Je voulais savoir si, tout au long de l'exposé, vous avez mentionné la notion du déséquilibre du microbiote. La majorité des gens aujourd'hui souffrent de la dysbiose intestinale. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour que les gens ne tombent plus dans cette maladie? La deuxième question concerne la charge acide dans le sang lorsqu'on consomme un aliment. La majorité, quand on consomme un aliment, il y a les déchets que chaque aliment produit. Et lorsqu'on regarde par exemple je parlais de la charge acide. Donc vous n'avez pas mentionné, on n'a pas classifié, c'est-à-dire la charge acide négative, la charge acide positive et la charge acide neutre. Je voulais qu'on essaie un peu de regarder ce sens-là, qu'on puisse résoudre ce problème de santé. Merci. Alors, oui, avant de continuer, parce que madame, dans les sorties, elle dit qu'elle ne va pas prendre sa bière. Mais personne n'a interdit de prendre la bière. Mais si vous buvez la bière, c'est toujours une question de quantité. Est-ce que vous êtes capable de prendre un verre par jour? Un verre. Voilà toute la question. Le vin, celui qui ne boit pas le vin, il n'y a pas de problème. Mais celui qui boit le vin, est-ce qu'il est capable de prendre un verre de vin? Donc un ballon de vin. Pas un verre de vin dans un verre d'eau. C'est pas la même chose. Hein. Parce que le verre d'eau est plus grand. Vous mettez le vin dans le verre d'eau, c'est plus grand. Alors que le verre de vin dans le verre, c'est un ballon, c'est plus petit. Est-ce que vous êtes capable de prendre le vin au repas? Un seul. Voilà toute la question. C'est toujours une question de quantité. Donc, l'alcool n'est pas pour ceux qui... Mais évidemment, il est préférable. Et je vous ai cité des aliments qui sont acides. Vous voyez qu'il y a le blanc. Et il y a le rosé parce que c'est sucré. Plein de sucre. Or, le rouge, il est neutre.
Et le rouge, et certains estiment que c'est ça qui explique le paradoxe français. Parce que les Français, ce sont des gens qui consomment beaucoup de produits gras et qui auraient dû avoir beaucoup de maladies cardiovasculaires et qui n'en ont pas. Donc on explique ça par le vin. Parce que le vin a beaucoup d'éléments, les vitamines et les antioxydants, notamment le resveratrol, qui est un très bon antioxydant. Donc l'alcool en tant que tel n'est pas interdit. Bon, Monsieur Nanjou a dit le sommeil paradoxal est-il néfaste pour la santé? J'ai dit ici, le sommeil paradoxal est indispensable à la santé. Indispensable, que je vous dis indispensable ne peut pas être néfaste. Puisque je vous dis que c'est le sommeil paradoxal qui fixe la mémoire. Si vous ne faites pas le sommeil paradoxal, vous n'allez pas fixer la mémoire, le lendemain vous oubliez. Et je suis même allé loin pour vous dire que les produits, ce qu'on appelle les hypnotiques, les anxiolytiques, c'est-à-dire hypnotiques, les produits qu'on prend pour dormir, les anxiolytiques, les produits qu'on prend pour baisser l'anxiété, créent le sommeil, mais qui est anesthésique et qui complètement tue le sommeil paradoxal. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le sommeil paradoxal est effondré avec ces éléments, ce qui fait que le type se lève le matin et ne se souvient plus de ce qui s'est passé la veille. Et il n'a pas récupéré. Donc c'est pas néfaste pour la santé. Bon. Alors, parce que raccourcissement, vous avez dit quantité d'aliments néfastes par raccourcissement de la circulation. Bon, d'abord, je vais vous dire une chose. Quand vous parlez de la circulation sanguine, c'est un liquide hydrophile. C'est un liquide. Les liquides s'adaptent au contexte. Et le plus important, c'est la quantité des substances qu'on a dans le sang et que le sang doit transporter. Vous pouvez ne même pas avoir de membres, mais vous aurez une quantité, si c'est le glucide, ça va être 1 gramme par litre. Parce qu'on parle de concentration. La concentration, c'est la quantité que j'ai dans un volume. Prenons un exemple concret. Je prends un morceau de sucre, je mets dans cette bouteille. Il sera sucré. Je prends le même morceau, je mets dans un fût. Vous ne sentirez pas le sucre. Mais le même morceau est là. Mais la concentration, c'est-à-dire que si on ne divise pas par la quantité qu'il y a, c'est très 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 petit. Donc le corps ajuste chaque fois. C'est ça, non? L'ajustement, quand je dis que vous mangez le sucre va augmenter, le corps ajuste, il va baisser. Donc votre pied, que ce soit le membre qui n'existe pas, ça ne gêne pas. Le seul problème que vous devez avoir, c'est de faire l'activité physique pour ne pas stocker. Il y a des activités physiques qu'on fait avec le bras, que vous pouvez faire sur une jambe. Il faut bouger. C'est le muscle. Parce que si vous ne bougez pas et que en plus vous ne mangez pas bien, les graisses et les sucres que vous mangez vont s'accumuler dans votre corps et vont créer des problèmes. Et il est évident que les gens qui sont effectivement, dans votre cas, forcément ont moins tendance à faire d'activité physique que les autres. Parce que naturellement, les gens marchent. Bon, je dis, la marche, c'est pas une activité. Il faut mouiller le maillot, comme on dit. Il faut 30 battements par minute. Et l'autre avantage de l'activité physique, c'est le cœur qui fait ça. Le cœur produit ce qu'on appelle les peptides natriurétiques A et B. ANP, BNP. On a constaté, quand vous faites l'activité physique qu'on appelle fractionnée, le cœur produit ça. Et ces protéines, sont des protéines, sont les plus puissants lipolytiques. Quand on parle de lipolytique, lipide, lipose, c'est le gras. Itique, ça veut dire la casse qui détruit le gras. Donc ces protéines-là, produites par le cœur, vont détruire le gras. Ils sont très efficaces. Qu'est-ce qu'on appelle activité physique fractionnée? C'est-à-dire que je cours, après moi j'accélère. Sur 30 secondes, après je récupère. 2 minutes, j'accélère. Donc chaque fois que je fais une activité, un moment, j'accélère. Là, le cœur va produire ça. Et ça va aller consommer le sucre, la graisse. Donc ça, c'est important. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la circulation sanguine. Ça ne baisse pas la circulation sanguine. Vous avez peut-être un volume moins. Mais ce n'est pas le volume qui compte, c'est la concentration. Vous comprenez? C'est la concentration qui compte, ce n'est pas le volume. Le corps aura tous les trucs, mais il faut bouger. Et c'est pour ça, quand on dit la marche, c'est le plus simple. Mais quand vous regardez la marche, ça fait travailler le cardio, c'est-à-dire le cœur. Ça fait travailler les jambes. Mais vous travaillez le haut comment? Il faut travailler le haut. Donc il faut arriver à faire les pompes, pour travailler le haut, pour harmoniser le corps. Sinon, vous n'aurez travailler que le bas. Et n'oubliez pas que quand je dis que les sucres entrent dans chaque muscle, les muscles sont égoïstes. Hein? C'est chaque muscle qui prend sa part. Donc vous voyez un boxeur, il est souvent là. Le bras a déjà bouffé tous ses muscles.
le pied a encore ses muscles. Donc il est là, il bouge, mais le bras n'arrive plus à s'élever. Ou c'est le contraire. Le bras bloque, mais les pieds sont foutus. Parce que chaque muscle a son sucre qui consomme une donne par l'autre. C'est pour ça qu'on conseille même l'activité sportive. Comme on parle des arts martiaux, le karaté Shotokan en principe, il est bien conseillé. Parce que lorsqu'on fait le karaté Shotokan, c'est tous les membres qui sont travaillés. Donc les membres ne sont pas limités. Le boxeur, il doit travailler les muscles, le biceps, triceps. Mais celui qui fait du karaté Shotokan, il travaille les jambes, il travaille les bras, même parfois il travaille la tête. Donc c'est pour dire que l'ensemble du corps, il travaille. C'est clair. La natation, c'est le meilleur sport. Parce que là, vous travaillez tout. C'est le meilleur sport. Ou alors la marche nordique, avec les bâtons. Là, vous travaillez aussi le haut. Donc c'est ça. Bon, je finis la question. Vous avez parlé de dysbiose intestinale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Alors comment est-ce qu'il faut comment faire pour l'éviter? Oui, mais c'est ce que je dis. La dysbiose, il faut faire simple. La dysbiose, ça veut dire qu'un mauvais microbiote, c'est tout. Ça veut dire que quand vos germes, parce que je vous ai dit, vous devez avoir déjà beaucoup de germes au niveau de la variété, mais de bonne qualité. Or, quand vous ne mangez pas bien trop de sucre, vous allez détruire ce microbiote. C'est ça qu'on appelle la dysbiose. Et ça se voit avec quoi? Les ballonnements, les gaz, irritation par la bouche ou par le derrière, les douleurs, le ventre et tout ça. C'est ça la dysbiose. Donc, pour éviter, mangez donc les végétaux qui soient adaptés. Vous apportez les végétaux, mangez les aliments fermentés. Le yaourt, le fromage, mais de préférence de chèvre ou de brebis. On n'a pas ça ici, mais les yaourts. Mais en plus, je dis ça comme ça, mais ça n'a pas apporté très grand chose. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'ensemble du microbiote, ça commence depuis la bouche. La carie dentaire, ça vient de quoi? Les gens mangent du sucre, ils vont dormir. Le meilleur, il faut se brosser les dents. Il vaut mieux se brosser les dents. Si vous vous brossez les dents une fois par jour, il vaut mieux vous brosser les dents la nuit avant d'aller dormir que vous vous brossez le matin. Mais l'idéal, c'est de se brosser 2 fois. Et les gens, comment ils se brossent les dents le matin? Ils se lèvent, et pas manger. C'est un non-sens. Pourquoi on se brosse les dents? Pour enlever les restes d'aliments. Donc, je vais manger et je me brosse les dents après. C'est ça la logique. Pour aller au lit, je mange, je me brosse les dents. Parce que quand vous ne vous brossez pas les dents, l'ensemble des germes, il y a des germes dans la bouche. Ces germes-là vont transformer les sucres que vous avez laissés dans la bouche en acide. C'est la chimie. Les acides commencent à attaquer les dents, c'est la carie dentaire. Il faut se brosser les dents avant de dormir, ça c'est l'hygiène dentaire. Et vous voyez qu'à partir du moment où on dit qu'on mastique, il faut que vous ayez des bons dents pour mastiquer. Parce que si vous n'avez pas les dents, vous allez mastiquer comment? Donc il faut protéger vos dents. Donc, les microbes commencent depuis la bouche et vont jusqu'au gros intestin. Et la concentration augmente au fur et à mesure qu'on descend. Mais seulement 20% de ces microbes sont aérobies. Aérobie, ça veut dire qu'ils vivent en présence d'air. Mais 80%, donc le gros intestin qu'il y en a, sont anaérobies. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'air. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on n'a pas connu le microbiote. Parce qu'une fois que vous les sortez en plein air, ils meurent. Vous ne pouvez pas les voir. C'est le développement de la biologie moléculaire qui a permis de voir les produits. Leurs produits au-delà qui ont permis d'avancer sur ce plan-là. Donc, la dysbiose, c'est de manger les produits qui sont végétaliens, mais surtout les végétaux. Avoir une bonne attitude, parce que si vous fumez quand vous mangez, vous détruisez cette flore-là. Les pesticides que nous avons dans les aliments, puisqu'on met ça pour l'agriculture, on met ça dans les aliments, ce qu'on appelle les perturbateurs. Quand on vit dans la ville, les industries nous envoient les gaz qu'on respire, qui vont détruire, embêter ces microbes. Donc voilà tout ça. C'est pour ça qu'il faut aussi bien dormir. Parce que le soleil, je vous ai dit, je vous ai peut-être pas dit, c'est important de dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cycle circadien. Cica, autour, dien, jour, qui est à peu près de 24 heures. Donc l'homme s'est habitué à ça depuis. Quand la nuit vient, il dort, quand le matin vient, il se réveille. Donc nous avons, c'est le cerveau. Au niveau à l'intérieur, je donne tous les noms parce que c'est quand même des scientifiques. Au niveau du noyau suprachiasmatique qui ne voit plus la lumière et qui permet des sécrétions des hormones du soleil et du sommeil et qui nous permet donc de dormir. Ça c'est important. Mais alors, chaque organe, on a aussi découvert que chaque organe a son propre cycle. Et le foie, on a constaté que le foie, à partir de minuit jusqu'à 4 heures, il augmente de volume. Il s'épure lui-même, il se nettoie lui-même. À 4 heures, il revient au volume, il t'attend le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis que les Chinois l'appellent le général parce que c'est un organe essentiel.
Ça veut dire que si de minuit à 4 heures je ne dors pas, je perturbe le foie, je perturbe son travail. Et les gens qui font justement le travail de nuit, sur une période de 5, 10 ans, 15 ans, ils ont des perturbations, le corps a des problèmes pour s'adapter. Il faut bien qu'ils dorment dans la journée, mais avec la lumière du jour, c'est très compliqué. Ouais. Donc le sommeil, sur ce plan-là, est très important pour faire mettre les muscles en repos. Bon, maintenant, vous avez parlé de charge acide. Bon, vous faites faire un cours, mais ce n'est pas réellement ça. Je veux seulement dire, en gros, quand le corps est acide, l'acidité du corps n'est pas bonne, parce que le corps doit avoir, de manière générale, on parle de neutralité. Donc si le corps est trop acide, parce qu'on mange des aliments acides, parce que n'oublions pas, c'est ça l'essentiel de la conférence, ce sont les aliments que nous mangeons. Donc si nous mangeons trop les aliments acides, le corps va être acide. Et quand il va être acide, ça entraîne l'inflammation. L'acidité entraîne l'inflammation. Et c'est cette inflammation qui va, sur une longue période, 10 ans, 15 ans, entraîner les maladies, le diabète, l'hypertension, l'autisme, Alzheimer, Parkinson. Ça vient de nos aliments, de notre façon de nous comporter. C'est très important. Et quand le corps stocke, voilà encore un autre phénomène qui convient à l'acidité. Puisque c'est quoi? C'est la viande, les aliments laitiers, gras et tout ça. Ça apporte du sucre, ça fait que vous avez une masse de graisse. Or, je vous ai dit que la graisse sécrète plus de 100 hormones. 85% sont néfastes. Ce qu'on appelle les interleukines, TNF-alpha, tout ça. Donc, quand ils sont sécrétés pour envoyer les messages partout dans le corps, ce sont des micro-inflammations qu'ils envoient. Et c'est comme ça qu'après, on a des maladies. Donc, en gros, pour faire simple, l'acidité, il faut seulement essayer d'éviter de manger des aliments très acides qui sont la viande, les sucres et tout ça. Et de manger, et essayer de manger équilibré. Et je rappelle un point sur le citron qui est acide dans la bouche, mais qui est basique pour le corps. C'est pour ça que le citron, c'est un très bon aliment. Très bon aliment. Mais si vous respectez les combinaisons alimentaires, vous ne pouvez pas mélanger ça aux amidons.